Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à Sarajevo aujourd'hui, au peuple de Sarajevo, le Sarajevien, c'est ça, hein, c'est comme ça qu'on dit? Les Sarajeviens, Les oui. Sarajeviens. Oui. C'est un nom un peu bizarre quand on voit le titre du film, d'abord on se dit qu'est-ce que c'est Sarajevien, et puis après on dit ah Sarajevo, les habitants de Sarajevo. Qu'est-ce qui vous a donné envie du coup de vous intéresser à ça? Bah, déjà, Sarajeviens, ça aurait pu s'appeler Jean de Sarajevo. En Hmm. fait, je ne l'ai pas appelé Jean de Sarajevo comme James Joyce a appelé son bouquin Dubliners, Hmm. et qui est traduit de deux façons différentes en français, Dublinois ou Jean de Dublin. Ouais. Donc, moi, j'ai préféré la forme Hmm. contractive, donc Sarajevien. Je trouvais ça plus musical, plus joli. Et alors, ce qui m'a intéressé par rapport à pourquoi j'ai fait ce film, en fait, moi, quand le conflit a éclaté en Bosnie, j'avais 30 ans et puis ça m'a extrêmement bouleversé parce que je me suis dit, mais c'est invraisemblable, c'est à un peu plus de 1000 kilomètres d'ici, de chez nous, de Strasbourg, là. Et des gens sont en train de s'entretuer. Et nous, là, Européens, on regarde ça. Et alors, au début, on pense que ça va s'arrêter 5 jours après. Mais ça, du coup, ça dure. Ça commence à durer 1 mois, 2 mois. Et puis, les choses deviennent complètement dingues. Et on en parle aux infos tous les jours. Et puis, on voit qu'il y a des exactions. On voit qu'il y a des bombes qui éclatent là. Voilà, on nous montre les horreurs classiques de la guerre, sauf que là, on nous les montrait un peu plus parce que du coup, tout le monde était là-bas. Je veux dire, l'Europe entière avec ses caméras, ses journalistes, ses reporters, tout son bazar était là-bas. Hein. C'était envahi de reporters qui couvraient ça, mais de manière affolante. Hein. C'est, je crois, le conflit qui a été couvert en direct le mieux de tous les conflits qu'il y a eu. Hein. Et je veux dire, ce qu'on voyait, ce qu'on n'avait jamais vu dans un conflit, c'est que on faisait pas seulement des sujets d'actualité, mais on faisait des films documentaires. Hein. La BBC a fait un super film qui s'appelle Death of Yugoslavia, qui est sorti, je crois, en 94 et qui racontait exactement comment les choses avaient commencé. Il y avait Tudjman dedans, il y avait comment il s'appelle le président serbe, il y avait Milosevic, enfin, il y avait toutes les forces en présence et les mecs qui disaient clairement pourquoi c'était comme ça, etc. Ils expliquaient comment ils se faisaient la guerre et pourquoi, pour quelles raisons. Et moi, je voyais ce truc-là et je me disais, mais c'est invraisemblable. Ils nous expliquent clairement comment ça marche et on n'arrive pas à arrêter ça. Et pendant ce temps, il y a des exactions qui continuent d'être commises. Les Sarajeviens sont assiégés. La ville est complètement assiégée par le haut, vu qu'elle est dans une cuviate, etc., etc. Bon, donc, et puis j'en passe des meilleurs. Hein. Van der Keuken, Chris Marker faisaient des films. Marcel Ophuls, enfin bon, tous ces mecs-là faisaient des films là-bas, des trucs qui étaient vachement importants. Du coup, on comprenait complètement ce qui se passait, pourquoi c'était comme ça, et pourtant rien ne s'arrêtait. Le pouvoir politique ne faisait rien pour que ça s'arrête, sauf quand Jacques Chirac, et on peut lui rendre hommage pour ça, lorsqu'il a ordonné les frappes de l'OTAN. Hein, à un moment donné, il a dit bon, maintenant l'OTAN va se mettre en ligne et on va lâcher des bombes. Et à ce moment-là, les Serbes ont reculé. Et ça les a calmés. Et il n'y a pas eu un accord de paix, mais derrière, il y a eu les accords de Dayton. Hein. C'est parce qu'ils ne sont pas en paix. Il n'y a aucun accord de paix signé aujourd'hui. C'est des accords de Dayton qui ont séparé des territoires, qui ont redessiné la Yougo et qui ont fait des partages complètement pas aléatoires, mais s'il y a Sarajevo, par exemple, une partie de la ville est en Republika Srpska, c'est-à-dire il y a un Sarajevo serbe, il y a un petit bout de la ville qui est serbe, ils ont coupé là. C'est complètement ridicule. La République serbe passe par là, alors que c'est des mecs, c'est-à-dire que juste après l'aéroport, il y a la Republika Srpska qui commence, alors que c'était le Sarajevo qui continuait là. Donc c'est complètement débile, parce que soi-disant, les Serbes vivaient plus là et tout ça, alors que ces Serbes-là
se sentent autant bosniaques ou sarajeviens que tous les autres. Vous voyez? Donc voilà, ça m'a assez... enfin, j'étais à la fois révolté et à la fois je voulais y aller. Moi-même, je voulais prendre une caméra et y aller. Et j'avais une amie, Marie Frering, qui travaillait là-bas, faisait de l'humanitaire là-bas. Et elle rentrait tous les mois et demi, elle me disait ce qui se passait vraiment sur place. Elle me dit, ne viens pas. Il y a trop de caméras, il y a trop de monde, et en plus, c'est vraiment pas intéressant que tu viennes. Enfin, elle était en colère contre ce truc-là encore une caméra en plus. Qu'est-ce que ça va rajouter, quoi, tu vois? Bon. Et au fond, j'ai réfléchi, j'ai un peu écouté son conseil et je me suis surtout dit, attends, c'est une guerre, il y a des snipers, tu vas là-bas, ne joue pas complètement au con. Et puis j'ai commencé à réfléchir en me disant, j'ai pas envie de risquer ma vie et de me faire sniper, quoi. Voilà. Une balle perdue, c'est arrivé 1000 fois et puis j'ai pas envie de ça. Donc j'ai pas envie, je voulais pas risquer ma vie au nom d'un film ou d'images que j'allais ramener. Et tout ça, même si j'avais été encadré et tout ça, on ne sait pas ce qui peut se passer. Puis gagné par l'adrénaline qui commence à monter, on ne sait pas comment on se comporte dans des situations. Et moi, je voyais Marie comment elle revenait quelquefois. Hein. Elle était bouleversée, donc je voulais pas. Finalement, je suis resté. Et vous êtes revenu. Et je suis revenu. J'ai fait mon vrai premier voyage à Sarajevo en 2004 avec Marie. Elle a fait un documentaire radiophonique qui s'appelle Mémoire en charpie. Et du coup, j'ai vu Sarajevo avec ces personnes vivant là. J'ai eu accès du coup à tout le réseau d'amis qu'elle avait, elle. Et du coup, j'ai découvert Stanko, tous ces autres gens. Et après, en revenant, moi j'y étais allé pour faire des photos, accompagner ça de manière très tranquille. Je faisais des photos et à la fois, je m'imprégnais un peu de tout ça. Et je trouvais que c'était agréable d'être là-bas, enfin il y avait absolument pas de tension. Et puis la guerre était passée par là, mais il régnait une sorte de quiétude. C'est pas une ville qui fait peur, c'est pas une ville qui est angoissante. Et au contraire, enfin bon, voilà, je me sentais bien dans cette ville et les gens qu'on rencontrait, j'étais invraisemblables, mais ils étaient vraiment super. Et du coup, 2 ans après, j'ai commencé à lancer un processus de fabrication de films, donc mise en production, etc. Et à partir de 2007, je suis allé filmer là-bas et j'ai filmé à 6 reprises là-bas. Donc c'est un travail de longue haleine. Ouais, c'est un film qui revient vraiment de loin. Il y a 7 ans qui sont passés par là. Oui. Avec des personnages que vous avez déjà rencontrés du coup bien avant d'avoir commencé à tourner. Bien sûr, ouais. Et comment s'est fait le choix justement? C'est vrai qu'on voit des personnes complètement différentes, déjà des personnes un peu de culture différentes, mais aussi qui ont vécu différemment la guerre. Comment est-ce que vous avez une espèce de casting entre guillemets qui s'est fait pour choisir de qui vous allez parler? Il y a le personnage qui était sûr et qui me donnait vraiment envie de faire un film, c'était Stanko, c'est le garagiste, c'est celui qui revient, c'est le personnage récurrent du film. Et lui, il incarnait vraiment l'âme de ce film-là. En plus, c'est un homme qui a mon âge. Et puis, c'est quasiment le seul qui parle le français avec moi. Donc on avait un terrain favorable et puis on pouvait partager des choses du fait de notre âge aussi. Hein. Sauf que lui, il a vécu la guerre, moi je ne l'ai pas vécu. Donc moi j'essayais de comprendre ce qu'il pouvait avoir, enfin ce qu'il avait vécu et j'essayais de saisir ça. Et puis lui aussi me demandait un peu comment c'était chez moi, comment ça se passait et on échangeait comme ça sur des choses très ténues, mais c'est quelqu'un d'extrêmement sensible et cette sensibilité masculine me touchait vachement, quoi. Donc du coup, je me suis dit, lui, c'est sûr qu'il faut que j'aille... À chaque fois que je revenais à Sarajevo, après, c'est lui que j'y allais vraiment pour lui. Et après, les autres personnages, je les ai trouvés au fur et à mesure en essayant de ne pas me mettre de limites. En fait,
je savais assez vite que je voulais faire un portrait global de la ville, donc filmer beaucoup de monde. Après, il fallait simplement les trouver. Et comme je savais que c'était assez facile de pénétrer dans toutes les couches de la population, je me suis autorisé tout ce que je voulais. Il y avait bien plus de personnages que ça dans le film. Il y en a plein qui ont sauté. Il y a plein de choses que j'ai tournées encore, mais qui ne sont pas dans le film. Mais du coup, ça crée quand même une grande famille, quoi. Il y a un moment où on rencontre ce personnage, un vieil homme allemand qui dit que c'est la première fois qu'il vient donc, en Bosnie. Ouais. Et c'est très différent de là d'où il vient. Vous êtes d'accord avec lui ou pas forcément? C'est lui qui le dit. Et vous ressentez la même chose? Et il exprime indirectement ce que moi je ressens. D'accord. Bien sûr. Il dit quelque chose qui est juste et que moi je sentais très fort. Malgré la guerre qu'il y a eu, hein, malgré l'horreur qu'il pouvait y avoir 20 ans avant, là. Et lui, il dit ça, et moi, je suis assez d'accord. C'est pour ça que je lui fais dire aussi. Enfin, du coup, il incarne ma pensée, quoi. Oui, il y a certains passages qui m'ont fait penser un peu au livre. Bon, ça n'a rien à voir, mais le livre de Christophe Lemaître qu'il a écrit Au revoir là-haut. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Prix Goncourt, il parlait justement que certaines personnes qui profitent de la guerre, avec cette formule qui est le commerce est bénéfique, la guerre est bénéfique au commerce même après. Moi, ça m'avait pensé à certains personnages justement qui ont l'air, même si c'est pas jugé, où il n'y a pas de jugement, mais qui ont l'air un peu d'avoir profité de ce qui s'est passé à la guerre. On les voit tout de suite, oui. Ouais, bien sûr. Il y a les profiteurs de guerre, j'en filme l'un. Bien sûr. Effectivement, il y a une famille de personnages là-dedans qui est bien distincte des autres. Je lui laisse un petit moment faire son jeu et tout ça. Et voilà, bon, je voulais aussi qu'on sente ça. Il y a juste une famille de personnages, en fait, une couche de population que j'ai pas voulu filmer, c'est les politiques. Je leur ai pas donné la parole. Je voulais absolument pas que le politique ait voix au chapitre, parce que je savais que j'allais me faire embobiner, que ça allait être la langue de bois, et voilà. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, filmer le politique aujourd'hui à Sarajevo enfin, la Bosnie aujourd'hui, elle est tripartite, c'est-à-dire elle est gouvernée une fois par des Serbes, une fois par des Bosniaques, une fois par des Croates. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tous les ans, ça change, la présidence change, c'est n'importe quoi, mais ça vient du partage de Dayton, ça fait partie des effets Dayton. Donc, qu'est-ce que je vais aller filmer des gens qui ont une sorte de pouvoir, qui sont presque les marionnettes d'accords qu'ils n'ont pas décidés, et qui comment voulez-vous qu'une société puisse se reconstruire? Comment voulez-vous qu'une démocratie naisse comme ça? Impossible. Pourtant, il y a un petit écho politique dans le film. On entend rapidement parler de l'Union européenne, parce qu'on parle souvent de l'éventuelle adhésion de la Bosnie-Herzégovine à l'Union européenne. Ça, c'est aussi un peu évoqué dans le film. Indirectement, il y a un personnage qui en parle de manière, qui dit que catégoriquement il veut pas entrer dans l'Union européenne. On voit des affiches aussi qui disent qu'ils aimeraient. C'est quelque chose aussi. Il y en a un qui dit je ne veux surtout pas. C'est des choses qui traversent le film. Les personnages aussi en parlent, enfin. Oui, mais enfin, voilà, moi j'ai laissé ce personnage assez paradoxal qui dit merde au PD et qui est content de pouvoir fumer et boire dans les bistrots comme il a envie, qui est une espèce de personnage complètement étrange, qui dit toute sa... une espèce de logorée assez... troublante, dans laquelle on pourrait se dire il y a une part de vérité, et à la fois c'est complètement nationaliste comme discours, enfin raciste et tout ça. Bon, donc voilà, je me suis autorisé, voilà, à mettre ce genre de personnage. C'était une vraie question. Qu'est-ce que je laisse de ce type? Donc je lui ai laissé la totale. Je ne l'ai pas coupé jusqu'à Salut Napoléon, parce que c'est aussi... C'est-à-dire, je pense qu'il nous renvoie aussi quelque chose, parce qu'il dit, même s'il est radical. Oui. Et c'est
il y a quelque chose où on peut se dire, bon, oui, il faudrait se mettre à l'écoute de petites choses comme ça. Et aujourd'hui, on est dans ça, dans ce genre de discours avec les gens qui votent FN. Ça, c'est un mec qui va voter FN. Et c'est un mec paradoxal. Et les mecs qui votent FN aujourd'hui ils n'ont pas forcément envie de voter FN. Mais ils votent FN parce que c'est une voie de contestation et tout ça. Et ce mec, c'est un contestataire complètement partagé, qui mélange tout, qui n'a absolument pas d'accroche, et tout ça. Et les gens... C'est un homme perdu, au fond, que je filme. Perdu dans ses pensées, dans son raisonnement. Et aujourd'hui, chez nous, les gens qui votent FM, ce sont des gens comme ça. C'est vrai que ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on voit toute une différente tranche de la société, presque toutes les tranches de la société, en tout cas, différentes personnes très différentes. On les voit sans jugement aussi je trouve. Et la manière dont vous filmez Sarajevo, ça fait un peu écho à ça. Il n'y a aucune volonté de carte postale, on filme pas, c'est pas filmé comme une brochure touristique, quoi. C'est vraiment filmé, j'ai l'impression, en tout cas, comme on voit la ville. C'est quelque chose qui est important pour vous, ça? Oui, ça c'est vraiment important. C'est-à-dire que Sarajevo, au même titre que ses habitants, moi je voulais qu'elle soit filmée. J'ai tenté de la filmer, mais j'ai justement tenté de la filmer dans des recoins, dans des replis, dans son étrangeté, dans des ambiances, des atmosphères particulières, de nuit, avec des lumières particulières, de haut, voilà, pour donner des points de vue, et des points de vue complètement étranges et différents, comme si nous, je pense, pour qu'aussi le spectateur puisse se projeter non pas de manière touristique, mais se dire, ah oui, mais je peux presque la toucher, comme cette dame à un moment qui prend appui sur le mur, et puis cette vieille dame qui monte et qui un peu après monte tout doucement les escaliers et tout ça. J'aime bien quand elle touche ce mur, et voilà, elle prend appui sur ce mur, voilà, un mur qui est chargé d'histoire. Et je voulais que le spectateur puisse toucher Sarajevo de ses yeux, de ses oreilles. Il y a un côté très sensoriel dans ce que je filme de Sarajevo, qui rejoint ensuite les personnages qui parlent aussi dans une parole sensible. C'est-à-dire il y a du sensible et du sensoriel. Du sensoriel plus du côté du filmage de la ville, et du sensible plus dans le filmage des personnages. Sauf certains qui sont effectivement pris comme ça pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire ça vous a pas trompé, enfin on sait absolument où les mettre. Ils s'y mettent eux-mêmes. Voilà. Ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est le rapport à Tito pour certains personnages. Nous, on nous le présente dans les livres d'histoire maintenant comme quelqu'un, plutôt un méchant, pour faire vite, un dictateur, etc. Et pour certains de vos personnages, c'est pas du tout le cas. Enfin, certains l'idolâtrent encore, pleurent sa mort, etc. C'est aussi très intéressant. Ouais, alors ça, c'est ce qu'on appelle les Yougo-nostalgiques. Et les Yougo-nostalgiques, c'est les gens nostalgiques de la Yougoslavie, donc de ce qu'a créé Tito. Et donc ils sont forcément nostalgiques de cet homme, de ce qu'il a réussi à faire, une unité et tout ça, même si elle était artificielle. Mais moi, je peux comprendre ça. Je veux dire, c'est la même chose que le communisme quand il naissait, avant que les goulags existent, etc. Et il y avait cet esprit-là, et il faut rendre quelque chose au communisme là, qui a un esprit de partage, ce que n'a pas le capitalisme, hein. C'est l'antithèse de ça. Donc je pense que les gens ont au moins pu vivre des choses où ils partageaient des choses matériellement, où tout le monde avait, même s'ils avaient tous la même machine à laver, mais bon, voilà, tout le monde en avait une, c'était ce qui comptait. Et ça, il y a du lien ça fabriquait du lien. Après, c'est sûr que les opposants au pouvoir, ils ont été dégagés sur une île. Il y avait 40 000 opposants au pouvoir, et effectivement, il y a un côté dictatorial de Tito qui a agi.
c'est évidemment la part sombre de ces régimes-là. Mais au démarrage, il y a quelque chose, un fond qui m'a du coup, après que ça ait disparu, les gens retiennent ce qui les unissait avant. Et du coup, ils se remémorent ça. Ils se remémorent pas. Parce que mon copain Stanko, justement, qui est partisan. C'est assez surprenant d'ailleurs, parce qu'on s'y attend pas. Ben oui. Et je le place assez loin dans le film pour, une fois de plus, créer une surprise et le raccrocher à un genre de population. Hein. Et c'est une séquence en silence, il n'y a rien, on le voit juste apparaître dans ce truc-là. Et ça suffit. Et je ne le questionne pas sur son engagement politique. Hein. Mais, et pourtant, il m'a dit, mais tu ne peux pas comprendre, toi. Je sais que tu nous reproches que Tito était un dictateur, qu'il a emprisonné des gens, mais tu ne peux pas comprendre ce qu'il nous a laissé. Je dis, ouais, c'est vrai, ça je ne peux pas comprendre, c'est vrai. C'est bien la différence. J'essaye de saisir ça. Et du coup, je suis touché, mais j'ai envie de leur rendre hommage aussi, même si je trouve ça un peu surfait, cette cérémonie, avec ces vieilles personnes et tout ça. Et pourtant, je l'affectionne beaucoup, cette séquence. Elle me touche, ces gens qui chantent des chants partisans et tout ça. Voilà, c'est toute l'Europe de l'Est, c'est toute l'âme slave là, qui débarque, qui chante des chants partisans. C'est des choses qui font partie de nous, l'Europe, et aussi, ça appartient à l'histoire de l'Europe, cet amour, l'amour partisan, enfin, ça nous compose. Moi, j'ai jamais eu d'engagement politique, donc ça me parle beaucoup moins, mais c'est quelque chose que je peux ressentir parce que je sens qu'il y a de l'amour qui traverse ces chants-là. Je ne sais pas comment vous le signifiez autrement, mais c'est pour ça que j'ai monté cette séquence qui est comme ça, très touchante. Et puis ouais, c'est vrai que quand on voit ces gens ils seraient prêts à donner leur vie pour cet homme. On sent qu'ils seraient prêts à... On les juge pas, on les juge pas, et je veux pas qu'on les juge, je veux pas qu'on dise c'est kitsch, c'est nul. Non, ils font partie, c'est aussi ça, Sarajevo, c'est des partisans qui se réunissent chaque année, commémorés, bien sûr, ça fait partie, et c'est... Voilà. Votre film parle aussi du Sarajevo de demain, celui qui est en construction, et celui des jeunes qui n'ont pas connu du coup cette guerre. Parce qu'on voit à la fin cette séquence de musée, maintenant la guerre, hein, c'est pour les musées, c'est plus pour ceux qui l'ont connu. Hein. Un peu une mise en perspective aussi de ce qui va se passer plus tard. Vous retournerez à Sarajevo. J'espère y retourner un jour autrement, ou peut-être maintenant il faut que je me lave aussi de ce film parce que le film est beaucoup en moi et ça m'a coûté beaucoup d'énergie de fabriquer ce film-là. C'est quelque chose que j'ai vraiment dû arracher pour jamais autant dû arracher et batailler pour faire un film. Et là j'ai juste un peu envie de l'oublier parce qu'il m'a un peu épuisé, et Sarajevo, j'ai envie de dire, je souhaite bonne chance à Sarajevo et aux Sarajeviens, et un jour j'espère y retourner, mais absolument libéré, libre de plein de choses, et même y retourner sans aller voir des gens que je connais, mais plus y aller comme ça, juste pour enfin peut-être profiter de manière simple de quelque chose, quoi. Même si j'ai vraiment fait le caméléon. J'ai vraiment fait le caméléon. J'ai essayé d'épouser toutes les formes de pensée, j'ai essayé de me fondre dans les choses, j'ai essayé de raser les murs, frôler les gens, etc. Voilà, j'ai vraiment eu l'impression d'être vraiment un caméléon. En plus, ma position était très délicate parce que je maîtrisais pas la langue. Donc j'étais obligé de me blinder avec des traducteurs, j'ai dû faire des castings de traducteurs, c'était pas facile, etc. On a dû en changer, et parce qu'un traducteur, c'est compliqué à ce que le traducteur se mette pas lui-même à interpréter votre propre pensée.
Et donc, ou la pensée des autres. Ou la pensée des autres. Et donc, du coup, moi, j'étais complètement... c'est la première fois que j'éprouvais un dispositif de cette sorte-là. Et ça a été compliqué à gérer et tout ça. Et avant de trouver vraiment la bonne façon, les bonnes méthodes, les ruses aussi pour des fois éviter que les traducteurs traduisent, parce que des fois ils en faisaient de trop, donc du coup ils cassaient tout. Ah ouais, j'ai vraiment dû ruser beaucoup dans ce film. Bah, en tout cas, c'est réussi. Et Ouais. merci. Ben, merci à vous.